de leur chef, patron, et puis aussi de leurs clients, c'est-à-dire des gens qui servent. Et il y a besoin d'une reconnaissance. C'est de mon point de vue la question clé. Sans reconnaissance, pas d'épanouissement. Sans reconnaissance, des dispositifs de défense par rapport à la subjectivité, c'est-à-dire de repli. C'est cette question qui, de mon point de vue, est fondamentale et réinterroge de manière majeure les entreprises, quelles qu'elles soient. Parce que cette reconnaissance n'est pas aujourd'hui au rendez-vous, à la hauteur de l'engagement. La reconnaissance n'est pas à la hauteur des engagements demandés aux uns et aux autres. Quand cette reconnaissance n'est pas à la hauteur, deux systèmes se mettent en place. Soit les gens se replient, et à ce moment-là, bon, ils ont des tas d'idées pour se trouver un engagement pas trop important. C'est un présentéisme. C'est exactement, c'est ça. Ce que tu disais, bon, ça, c'est le présentisme. On est là, on n'est pas vraiment engagé, voilà, on règle avec les SMS d'autres questions, en réunion, etc. Soit les gens très engagés qui ne sont pas reconnus, ils sont confrontés à un problème majeur, qui est un risque, ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. C'est-à-dire, ils retournent contre eux la violence que représente la non-reconnaissance en tombant malade. Alors ils tombent malades, soit de manière psychosomatique, il y a des maladies, voilà, ça peut être le cancer, ça peut être des maladies classiques, ça peut être à des moments des maladies plus compliquées, les troubles musculo-squelettiques, qui se développent avec une force extraordinairement importante dans le actuel. Où ils tombent malades sur le plan psychique, burn-out, dépression. Et puis ça va, et quand c'est dramatique, jusqu'au suicide. Et les gens qui tombent malades, qui ont burn-out, ce n'est pas les gens en repli, c'est les gens les plus engagés. Les gens qui se suicident, dans cet extrême, eh bien, quand on regarde ce qu'on appelle l'étiologie du suicide, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les gens ont été amenés à se suicider, eh bien, ce sont les gens les plus engagés. Et la question clé derrière, c'est que cette reconnaissance n'est pas du tout. Alors, comment organiser cette reconnaissance? Comment la mettre en place? Alors, à des moments, je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui relèvent du comportement, des choses qui sont de l'empathie, de l'écoute de l'autre, qui sont des qualités qui sont très importantes, bien entendu. Et en rend là, on connaît bien que toutes les équipes de management, la posture finalement du dirigeant ou du cadre, cette posture d'écoute ou non, d'empathie est un élément important. Mais ce n'est pas suffisant. On va dire les comportements corrects, comme ça, ou les comportements souhaitables du point de vue des dirigeants, bonne chose, pas trop en contradiction avec ce qu'ils disent le dimanche, en particulier, mais c'est une bonne chose, mais de mon point de vue, ce n'est pas suffisant. Il faut que s'organisent à l'intérieur de l'entreprise des dispositifs de reconnaissance de ce travail, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent des retours d'expérience. Parce que c'est en organisant des retours d'expérience, c'est-à-dire en mettant des mots sur le travail. J'étais extrêmement intéressé par notre hôte, la première chose qu'il dit, notre hôte disait, dans le processus interne à Bercy, tout d'un coup, les salariés mettent des mots sur ce qui leur arrive, sur leur travail. Mettre des mots devient un élément essentiel. Et ces retours d'expérience, si vous voulez, c'est un point absolument clé, qui est un véritable investissement pour l'entreprise, parce que ça demande du temps. Ces retours d'expérience demandent d'être animés, donc ça a un coût. Et d'autre part, ça demande d'être préservé devant les coups de butoir des exigences quotidiennes du service qui est à accomplir et des délais. Ces dispositifs de reconnaissance, je pense que on peut les trouver dans trois ordres d'idées. D'abord, il y a besoin de mettre en place ce qu'on appelle des groupes de pairs, PARS, où les gens puissent parler librement, sans la hiérarchie, sans le chef, et qu'on puisse discuter de tout, on
merde, pas. Ça s'appelle la machine à café, ça. Alors, c'est la machine à café, et d'ailleurs, il faut les garder, parce que ces machines à café, elles sont très utiles, et il faut absolument que ça arrête. Mais c'est pas tout à fait suffisant quand même, une machine à café, c'est pas mal quand c'est organisé, et c'est pas mal quand c'est animé, de telle manière qu'une fois que les choses un petit peu, ça, superflues sont exprimées, on arrive sur les questions essentielles, et à ce moment-là, ces questions essentielles, lorsqu'elles sont travaillées, elles peuvent être rapatriées par l'organisation et l'entreprise. Mais il faut des groupes de pairs animés, alors soit par les RH, soit par des gens extérieurs à l'entreprise, animés sans les chefs. Le deuxième point extrêmement important, c'est la question l'enjeu de l'innovation sur la base de l'expérience du travail. On est principalement des organisations de services internes ou services externes. La plupart des gens sont engagés dans des activités de service, donc on est au service d'un certain nombre de personnes. Cette expérience est essentielle et elle est peut-être extrêmement innovante. On a besoin de lieux qui innovent, non pas de manière descendante à partir de services marketing très loin, mais à partir de l'expérience des uns et des autres, et qui innovent autant sur les processus que sur les questions des services apportés par l'entreprise, par le collectif. C'est le deuxième point. Changer la façon dont on innove, retrouver dans l'expérience des collaborateurs une source d'innovation, ce qu'on appelle l'innovation servicielle. Puis la troisième dimension, c'est une dimension qui est, cette fois-ci, relève plus d'une logique verticale, et qui renvoie à l'évaluation. Il faut arrêter les évaluations individuelles de la performance. Voilà, je dis direct. Ces évaluations individuelles de la performance sont contre-productives, elles ne sont pas justes. Elles culpabilisent les gens. Et au lieu de rentrer dans les logiques d'épanouissement, il faut être l'inverse. Pour une raison simple, enfin deux raisons. C'est que ces évaluations sont toujours tournées vers les résultats. Or, vous savez comme moi, par votre propre expérience, les résultats ne sont jamais proportionnels aux efforts. À des moments, on fait des choses facilement, on a des très bons résultats. Dans d'autres moments, on se dit, ah, c'est dur, on traîne, on fait tous les efforts et on a un résultat un peu décevant, disons les choses comme ça. Et pourtant, ce n'est pas l'engagement qui a monté, qui n'était pas au rendez-vous. Évaluer par les résultats, c'est toujours passer à côté de la reconnaissance du travail réel. C'est-à-dire que c'est passer à côté de l'engagement des êtres. Et c'est empêcher cet épanouissement. Ça, c'est la première raison. Les résultats ne sont jamais proportionnels aux efforts. Si vous voulez reconnaître le travail des uns et des autres, leur engagement, alors intéressez-vous à la question des efforts. La deuxième raison, c'est que le travail est toujours un travail collectif. Bien sûr, il y a un engagement personnel, bien sûr, il y a une forme personnelle dans son rang, il y a des talents, des formes spécifiques. Mais, en réalité, la question du travail exige des formes de coopération. C'est ce qu'a dit Vincent, la question de la coopération. Arrêtons de travailler en silo, arrêtons de travailler sans collègue, son collègue de bureau. En d'autres termes, la question de la coopération est l'une des questions clés du travail. Si on veut reconnaître l'engagement des uns et des autres pour permettre cet épanouissement, alors il faut s'intéresser aux formes de la coopération et aux difficultés de la coopération. C'est le dernier point, la question de la coopération est, de mon point de vue, le deuxième enjeu clé, après la reconnaissance, de la dynamique du travail qu'il faut soutenir, de telle manière qu'on puisse rentrer dans ce qu'on appelle ici la qualité de vie au travail. Et ces formes de coopération exigent de sortir d'un côté les logiques de silo, ce qu'a dit Vincent, tout à fait, et d'autre part, les logiques de trop descendantes, des logiques des relations managériales. En termes, pour sortir du silo, eh bien, la coopération exige qu'on ne fasse pas que de la coordination. La coopération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir compte des contraintes de l'autre dans les arbitrages que l'on opère pour soi-même. Il y a toujours plusieurs chemins pour aller vers les objectifs qu'on fixe. Il y a plusieurs possibilités.
Si on s'impulsibilité, on a uniquement l'œil tourné vers soi-même, vers une orientation. Mais cette orientation, elle peut rentrer en contradiction avec celle du service d'à côté ou celle du collègue. Pour pouvoir prendre la bonne orientation, il faut s'intéresser à l'autre. En d'autres termes, il faut s'intéresser aux contradictions de l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre. Et c'est en tenant compte des contraintes de l'autre, alors que l'on peut organiser des formes de coopération qui vont avoir un impact en termes d'efficacité économique. La dernière dimension de la coopération, c'est la question de la coopération verticale. Il faut mettre les cadres au service de leurs équipes, et pas les équipes au service des cadres. Mettre les cadres au service des équipes, et pas les équipes au service des cadres. Ça signifie que les cadres, bien entendu, ont des enjeux, des objectifs, doivent apprendre les difficultés de la coopération, les difficultés rencontrées dans le travail, et apporter leurs compétences, leurs talents, leur capacité d'innovation et d'animation d'équipe pour surmonter ces difficultés. Là est engagée la question de la coopération. Pour résumer, si on veut s'engager sur le cœur de la politique du travail, pas sur les éléments environnementaux de gadgets, il faut s'intéresser au travail réel en instituant dans les entreprises des lieux de reconnaissance du travail, et d'autre part, en mettant la question de la coopération au cœur des formes d'organisation et de management. Voilà, de mon point de vue, les questions essentielles que pose le sujet. On va poursuivre avec Sacha Gédon, qui est le témoin, là, qui est délégué général du collectif, qui est auteur d'un ouvrage sur l'humain dans l'entreprise. Alors, quelque chose à ajouter ou à faire préciser? Puis, j'ai vu tout à l'heure qu'à Vincent Folojou prenait quelques notes, donc après les questions, il aura peut-être quelque chose à dire avant de nous quitter. Oui. Donc, je voulais justement commencer par Vincent, parce que je vais quand même te dire, mais la plupart de nos membres le savent, c'est que l'histoire du collectif commence avec toi. En réalité, on s'est connus il y a 4 ou 5 ans, parce que c'était du sport et l'Agora du sport auquel j'ai participé. Et j'ai découvert le fonctionnement de PepsiCo France en te rendant visite. Il se trouve que par ma vie, j'ai vécu dans beaucoup d'hypermarchés, donc je suis assez sensible à cette tendance. Et c'est parce qu'un jour, je parlais de toi, de ton expérience, de ce que tu as fait à une directrice éditoriale, que le livre est sorti, tu en es la préface, et puis de là est venue l'idée avec d'autres personnes qui partageaient déjà, évidemment, avant moi, ce souci, cette envie de faire changer les choses, de créer ce mouvement. Alors, je veux juste te poser une question que tu connais, parce que je t'ai déjà posé cette question à l'époque du livre. Ce qui m'avait intéressé, c'est de savoir si cet engagement que tu as mis en mouvement en France, donc venait de toi bien entendu, mais s'il y avait déjà dans la société PepsiCo au monde une certaine volonté de développer ce genre de choses. Autrement dit, si le mouvement était déjà engagé, notamment aux États-Unis. Tout d'abord, merci. Et effectivement, parfois, on sème sans le savoir. Et je suis ravi, effectivement, si ça a pu inspirer. Je crois que il faut pas être candide et il faut être plein d'espoir en même temps. C'est-à-dire que je crois que PepsiCo France, on a démontré qu'on savait s'approprier une vision qui était celle du groupe au niveau mondial, qui s'appelait Performance with Purpose, qui était donc une idée de faire une réussite avec un certain dessin, avec un certain projet, avec un certain but. Eh bien, ça, on se l'est approprié et on en a donné une version française qui a fait que cette entreprise a été classée 3 fois numéro 1 au Great Place to Work et qu'il y a quelque chose de profond. Après, très franchement, j'y ai amené ma pierre là où j'ai été DG de la filiale pendant 5 ans, donc forcément on joue toujours un petit rôle. Mais j'insiste, et c'est pas de l'humilité